Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 18 avril. Aujourd'hui, nous allons retrouver Gabriel qui va nous parler d'un des procès les plus suivis de la planète. Mais d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Le Premier ministre Gabriel Attal doit se rendre aujourd'hui à Viry-Châtillon pour aborder le thème de l'autorité. Cette intervention est motivée par les récentes violences qui ont frappé la France, notamment la mort de plusieurs adolescents. Le déplacement de Gabriel Attal comporte un volet judiciaire et se concentrera sur le rôle de l'école. Où cela mènera-t-il? La question demeure. Et toujours au sujet des violences chez les jeunes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ordonné l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, afin de lutter contre la flambée de la délinquance dans l'île. Cette mesure, qui s'applique aux jeunes de moins de 18 ans, entrera en vigueur à partir du début de la semaine prochaine et sera effective à partir de 20h. Et il n'y a pas qu'en Outre-mer que la vie se resserre. Les premières autorisations pour la vidéosurveillance algorithmique ou VSA ont été délivrées dans le cadre de la loi sur les Jeux Olympiques. C'est ce qu'a révélé la Quadrature du Net, une association de défense des libertés fondamentales dans l'environnement numérique qui s'oppose à cette technologie depuis 2019. La VSA est un système qui s'approche des technologies de surveillance de la Chine communiste. Et en parlant de la Chine communiste, la concurrence est devenue intenable pour le fabricant français de panneaux solaires Systovi, qui ferme finalement ses portes suite à l'accélération du dumping chinois. Malgré des discussions en France et en Europe à ce sujet, l'entreprise n'entrevoit pas d'effet suffisant dans un délai acceptable. Sa fermeture met fin à 15 ans d'efforts pour promouvoir le solaire français. La société avait généré un chiffre d'affaires de plus de 21 millions d'euros en 2023. Et on part aux États-Unis avec Gabriel. Gabriel, on vous écoute. Merci Vladia. Bonjour à tous. Lundi 15 avril, Donald Trump est devenu le premier ancien président des États-Unis à être jugé au pénal. Trump est accusé d'avoir falsifié des documents avant l'élection de 2016. Ces documents seraient liés au paiement qu'il a effectué à l'actrice de film pour adultes Stephanie Clifford, aussi connue sous le nom de Stormy Daniels. Dans cette affaire, le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a inculpé le président de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux. De quoi compliquer sa tentative de reconquête de la Maison-Blanche. Car même si selon la législation de l'État de New York, la falsification de documents commerciaux est un délit mineur, cette accusation peut être élevée au rang de crime si la fraude a été utilisée pour dissimuler ou commettre un autre crime. Et c'est précisément ce que le juge Bragg a fait en alléguant que le crime sous-jacent était un stratagème visant à influencer l'élection de 2016. Selon lui, la fraude de Trump consisterait à avoir tenté d'enterrer la couverture médiatique défavorable d'une liaison présumée avec Stormy Daniels, en échange de 130 000 $. L'ancien président a nié cette liaison et a affirmé que l'affaire était une chasse aux sorcières, motivée par des considérations politiques. Le procès devrait durer 6 semaines ou plus. Tout de suite, les détails sur les premiers jours de cette affaire. Mardi a marqué le deuxième jour du procès pénal de Trump. Avant d'entrer dans la salle d'audience, Trump a déclaré qu'il s'agissait d'une persécution politique. C'est un assaut contre l'Amérique. Rien de tel ne s'est jamais produit auparavant. Il n'y a jamais rien eu de tel. Tous les juristes ont dit que cette affaire était absurde. Elle n'aurait jamais dû être intentée. Elle ne mérite rien de tel. Il n'y a pas d'affaire. Et des gens qui ne suivent ou n'aiment pas nécessairement Donald Trump ont dit que c'était un scandale que cette affaire ait été portée devant les tribunaux. Il s'agit d'une persécution politique. Il s'agit d'une persécution sans précédent. Dans la matinée de mardi, la recherche de 12 jurés impartiaux s'est poursuivie, après que plusieurs jurés ont été écartés pour diverses raisons. Certains ont notamment déclaré qu'il leur serait trop difficile d'être juste et impartial vis-à-vis de Trump dans un sens ou dans l'autre. D'autres ont demandé à partir pour des raisons différentes, comme une trop grande pression sur leur travail. 7 premiers jurés ont été sélectionnés, et parmi les discussions, la défense a contesté un juré potentiel pour ses publications sur les réseaux sociaux, qui célébraient la défaite de Trump en 2020. Le juge a refusé la récusation, déclarant qu'il croyait la jurée, qui s'est déclarée capable d'être juste et impartiale. Avant le début de la procédure de sélection des jurés, l'ancien président Trump a fait une déclaration à l'extérieur de la salle d'audience. Il s'est insurgé contre le juge, le déclarant en conflit, et a qualifié l'affaire d'ingérence électorale.
Plus tard, les procureurs ont déposé une demande formelle de condamnation de Trump pour outrage au tribunal. Le juge a fixé une audience sur cette question à mardi prochain. Selon les estimations, la sélection du jury devrait à elle seule prendre encore au moins une semaine, si ce n'est plus. Ce qui est sûr, c'est que la suite du procès de Trump s'annonce intense et qu'elle sera scrutée dans les moindres détails. Car à quelques mois d'une présidentielle où il apparaît en position de force dans l'investiture républicaine, une condamnation de Trump serait un séisme politique. Mais quoi qu'il arrive, ce procès hors norme restera dans les annales américaines. Nous, on va suivre ça de près. Et vous, pensez-vous que cette affaire signe la fin de Trump ? Ou pensez-vous qu'il finira par être acquitté? Dites-le nous dans les commentaires. Vladia, à vous l'antenne. Merci Gabriel. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est pour nous un grand encouragement. Merci à tous. Et toujours aux États-Unis, le gouvernement a décidé de réactiver des sanctions pétrolières contre le Venezuela suite aux actes récents du président Nicolás Maduro qui réprime l'opposition politique de son pays malgré un précédent accord qui prévoyait des élections libres. En effet, des opposants ont même été envoyés en prison. Les entreprises liées au secteur pétrolier vénézuélien ont jusqu'au 31 mai pour se conformer aux nouvelles sanctions. La nature aussi est en colère. En Indonésie, un volcan est entré en éruption, ce qui a entraîné l'évacuation de plus de 800 personnes sur l'île de Ruang. Aucun décès ou blessé n'a été signalé, mais le niveau d'alerte est très sérieux. Les autorités ont averti des risques potentiels de décharge de nuages chauds et de tsunami. La zone d'exclusion a été élargie de 4 à 6 km autour du cratère. Et on revient aux États-Unis avec une proposition très controversée. Le projet de loi FISA propose d'accorder à la NSA, l'agence de sécurité américaine, de nouveaux pouvoirs de surveillance de masse, obligeant toute entreprise ou personne fournissant un service de communication à participer à la surveillance des autorités si ces dernières le demandent. Les opposants à ce projet de loi déclarent que le risque de dérive est trop grand et qu'une démocratie ne devrait pas adopter ce genre de loi. Le vote pour ce projet de loi est prévu pour demain. Suspense. On passe à quelques nouvelles sur la Chine maintenant. Le site web Minghui.org, qui lance l'alerte sur la persécution du Falun Gong en Chine, a récemment rapporté plusieurs cas d'arrestation en Chine continentale. Une occasion pour nous de rappeler les mécanismes de cette persécution brutale qui dure depuis plus de 20 ans. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique de l'école de Bouddha dont les valeurs sont la vérité, la bonté et la patience. Il a été présenté pour la première fois au public en 1992, à une époque où des centaines de méthodes de Qigong étaient pratiquées en Chine. En 1999, la pratique était extrêmement populaire, le Parti communiste estimant les pratiquants au nombre de 70 à 100 millions de personnes. Cette popularité n'a pas plu au parti, qui a considéré qu'elle mettait en danger son idéologie. Le Falun Gong étant libre et sans structure, le régime ne pouvait pas le contrôler comme les autres religions. L'idéologie communiste chinoise revendique la lutte, l'athéisme et un contrôle strict de la société. La vérité, la bonté et la patience présentées par le Falun Gong n'ont pas été considérées comme des valeurs bénéfiques au fonctionnement de la société communiste chinoise. Et ce n'est pas une blague, c'est ce qu'a déclaré le régime au début de la persécution. Des gens qui étaient auparavant des personnalités en Chine ont été traités comme des ennemis sectaires du jour au lendemain. Les pratiquants étaient dépeints par la propagande comme des fous, des agents ennemis, voire des tueurs. Cela fait plus de 20 ans que NTD rapporte des cas de torture extrêmement cruels, des vols de biens personnels, la persécution des familles de pratiquants et même des organes prélevés de force pour alimenter le commerce des greffes. En 2019, le China Tribunal, dirigé par un groupe d'experts indépendants à Londres, a conclu que le PCC prélevait de force des organes sur des prisonniers de conscience à grande échelle et depuis des années, les pratiquants de Falun Gong étant la principale source d'organes humains. Toujours en Chine, mais cette fois du côté de la diplomatie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a essayé d'éviter la surveillance lors de son voyage dans le pays. Sa délégation a apporté des téléphones jetables. La plupart des membres n'ont pas apporté leur ordinateur portable qui sont liés à des réseaux internes en Allemagne. L'agence de sécurité allemande a également demandé à la délégation d'être toujours sur ses gardes et de ne pas négliger les appareils importants. Elle a ajouté que les hôtels, entre autres, n'étaient pas sûrs.
La délégation a également été invitée à ne pas utiliser les chargeurs d'autres personnes sous peine de se faire voler les données de leur appareil. Même le Wi-Fi public proposé par la Chine était à éviter. L'agence de sécurité allemande a également averti la délégation que ces conversations pouvaient être écoutées à tout moment, y compris à l'intérieur des voitures et des chambres à coucher. Et on conclut cette édition en admirant le travail accompli par des artistes boliviens, argentins et péruviens qui ont passé une partie du Vendredi Saint à sculpter de grandes images religieuses dans le sable des dunes de l'ouest de la Bolivie. Les sables d'Oruro ont servi de toile pour plus de 300 artistes. Les sculpteurs ont représenté le chemin de croix de Jésus-Christ depuis le moment où le gouverneur romain Ponce Pilate a condamné Jésus-Christ à mort jusqu'à la scène de son enterrement. Cet événement est une tradition annuelle qui existe depuis plus de 17 ans et qui attire un grand nombre de personnes curieuses de découvrir les grandes créations de sable. Ainsi s'achève ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, à demain.